Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre émission de grand entretien. Sur la brèche reçoit aujourd'hui Poné Paulin Zombré, chef traditionnel d'Oumim Naba. Vous êtes aussi titulaire d'un master professionnel en prévention des conflits et gestion de la paix sociale, doctorant en cours en diplomatie sociale. Bonsoir Doumim Naba. Bonsoir Madame. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Alors vous êtes sur les bancs depuis 1976 et encore aujourd'hui vous poursuivez les études pour un doctorat. Ça ne fatigue pas les bancs? Il faut dire que nous nous sommes imposés et le devoir d'aller à la culture au plus haut niveau. Et chaque fois qu'on étudie, on découvre beaucoup de choses, on découvre le monde, on le comprend mieux et on y vit mieux. Donc je pense que les études, c'est une mise en contact avec des esprits qui nous ont précédés et qui nous permettent aussi de mieux ouvrir les nôtres au monde et à mieux s'intégrer. Oui, alors parlant justement du monde, on est dans un contexte où les gens ont plutôt tendance à dissocier le chef traditionnel de tout ce qui est intellect. Alors ce jugement est bien évidemment erroné, mais qu'est-ce qui peut le motiver? Il faut dire qu'aujourd'hui, nous n'avons plus d'autre choix. On ne peut plus gérer les hommes comme peut-être de par le passé. Aujourd'hui, le monde est devenu un monde très complexe et les rapports humains deviennent également très complexes. Et pour cela, il faut quand même avoir une capacité d'analyse qui vous permet de comprendre ce qui se passe chez vous, mais de savoir ce qui se passe autour de vous. Et c'est l'ensemble de ces éléments mis en relation qui vous permettent de mieux orienter votre population et vous ne pouvez pas vous soustraire des recherches, des analyses et des interprétations de ce monde à travers, n'est-ce pas, la lecture et les études. Alors certains estiment également que la chefferie renvoie à des questions de spiritualité, alors que assez souvent en Afrique, on n'a pas l'habitude d'associer l'intellect à la spiritualité. Aujourd'hui, nous devons admettre que le chef traditionnel a d'abord l'obligation de perpétuer des valeurs. Voilà, c'est l'ensemble de ces valeurs qu'il doit d'abord comprendre. Et comme je l'ai dit, le chef traditionnel doit aller en profondeur. C'est toute une philosophie de vie que nos sociétés ont portée depuis l'issue de temps déjà. Et c'est une obligation pour nous de d'abord comprendre notre passé, extraire les valeurs les plus positives, les adapter au contexte actuel et mieux peaufiner notre manière d'intégrer le monde et gérer notre vie. Donc moi je pense que c'est un devoir plutôt d'avoir des chefs avertis et pour mieux gérer une situation et une société de plus en plus complexe également, où les influences ne viennent pas seulement de votre milieu, mais ça vient de tous les côtés. D'accord. Alors Doumim Naba, qu'est-ce que cela signifie, Doumim? Oui, le Doumim Naba, il faut dire que c'est un peu plus compliqué. Ça demande à ce qu'on comprenne un peu le contexte. D'accord. Voilà, je suis auprès d'un Dima et ce Dima, je suis là pour l'accompagner. Et pour l'accompagner, il est évident que je ne suis pas prétendant au trône, que lui, il gère. Il a des descendants. Et moi, je suis là pour l'accompagner et c'est à la limite mes enfants aussi qui peuvent se mettre dans cette même posture. Donc, pour rassurer tous les princes qui sont autour de lui, que je ne veux pas le bonnet rouge. Voilà, je connais ma place. Et le Doumim, c'est ce que mon premier grand-père s'est donné. Il dit alors, je suis comme quelqu'un qui est venu dans une famille et j'amène des enfants à la recherche de qualité. Quand j'arrive, je suis l'aîné, je dois monter et puis aider à chercher la qualité les plus mieux pour les enfants. Alors en ce moment-là, je ne dois pas, une fois au sommet de l'arbre, et passer mon temps à tâter et les fruits les plus mûrs et puis me rassasier et laisser les enfants mourir de faim. Donc je dois d'abord secouer, ça va tomber et quand les enfants se seront rassasiés peut-être c'est en ce moment que je vais passer. Voilà, donc c'est de l'altruisme pur que d'être un Doumim Naba, toujours au service des autres. Oui. Alors vous êtes un homme également très aguerri sur les questions de réconciliation. De 2019 à 2023, vous avez été conseiller technique au ministère de l'Éducation pour les questions de réconciliation. Qu'est-ce qui, à votre avis, manque aujourd'hui au Burkinabé pour atteindre justement cet objectif-là?
Et je pense que ce qui manque, j'ai été aux droits humains, conseiller technique auprès de Madame la ministre des Droits humains, que je salue au passage. J'ai été conseiller technique auprès du ministre d'État en charge de la réconciliation nationale. J'ai été aussi conseiller technique en prolongation lorsqu'on avait remis cette dimension au ministère de l'Action humanitaire. J'étais à leur côté pour continuer la réflexion autour de la réconciliation nationale. Et il faut dire qu'à l'observation, notre société, et comme je l'ai dit, de plus en plus, on est un peu intolerant. Ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est un certain nombre de valeurs qu'il faut remettre en place et commencer à cultiver entre nous d'abord la tolérance, la compréhension. Quand je tolère les fautes d'autrui, je commence déjà à le comprendre davantage et je suis plus enclin à pardonner lorsque j'arrive à mener quand même un regard critique, à comprendre les tenants et les aboutissants d'une situation, je peux et suis plus apte à pardonner. Donc si nous repartons vers ces éléments fondamentaux, c'est peut-être tout ça. On est peut-être tous surexcités. Or, il faut dans une communauté avoir un peu de recul et s'asseoir, analyser les problèmes qui se présentent à nous avant d'apporter la meilleure solution qui s'impose. Oui, on parle d'irrespect, on parle d'incivisme, on parle de manque de tolérance. Vraiment, il y a tellement de questions et aussi des questions de mœurs qui se posent. Aujourd'hui, beaucoup se demandent qu'est-ce qui a conduit la société burkinabé à un tel recul? Qu'est-ce qui nous a manqué et à quel moment pour que sa société se retrouve dans des questions aussi délicates et vraiment aussi sensibles? Oui, il faut dire que je suis inspecteur de l'éducation et donc l'observation que nous faisons en partie des théories fondamentales de l'éducation, c'est depuis la famille que l'éducation se construit. Vous avez des ascendants, vous avez des pères, des mères, des oncles et tous ceux qui sont là pour vous encadrer. Si déjà à ce niveau vous ne prêtez pas une oreille attentive aux critiques, aux avertissements, aux conseils de ces ascendants, il est évident que vous serez un fruit qui serait incapable d'abord de reconnaître l'autorité de qui que ce soit et vous ferez à votre tête et vous êtes devenu quelqu'un qui peut être un perturbateur de l'équilibre social. Donc je pense que à un certain moment on a commencé à fuir un peu notre responsabilité. Les parents ont commencé à laisser faire. Alors un enfant à qui on ne peut pas donner un petit cocoton, comme on aime le dire, un petit moré, parce que c'est devenu un enfant roi. Et lorsqu'on a commencé à cultiver cet esprit d'enfant roi, et je crois que tout le dérapage est arrivé par là, et ça s'est ressenti dans le milieu scolaire, et à partir du moment où l'enfant devient l'adolescent, et l'adolescent se nourrit et de cette même influence négative et devient l'adulte, il est souvent difficile de corriger. Donc je pense que c'est le dérapage depuis les familles. Mais on pointe également du doigt certains adultes qui ne sont également pas des exemples. Mais l'adulte, d'abord on dit le père, l'adulte est le père de l'enfant, ou c'est l'enfant qui est le père de l'adulte, je ne sais plus. Cela veut dire que l'adulte que vous voyez n'a été qu'un enfant. C'est ça. Et donc s'il avait été mal pétri, comme je le dis, c'est ce dernier-là qui devient adulte. Donc avant d'accuser l'adulte que vous voyez, interrogez-vous sur ce qu'il était quand il était enfant. Sinon, il est difficile de changer de caractère à un certain moment. On ne fait que laisser transparaître ce qu'on a été en réalité au fil de la formation à notre tendre enfance. D'accord. Alors, nous-mêmes, on va évoquer le sujet de la chefferie coutumière avec l'adoption par le gouvernement du projet de loi portant statut de la chefferie coutumière et traditionnelle. Comment vous avez accueilli cette démarche du gouvernement? Et il faut dire que, comme vous parliez de la question de réconciliation, c'était déjà une dynamique qui était maîtrisée et puis souhaitée. Parce que dans le pacte de vivre ensemble, il est évident que la société doit mieux s'organiser autour de ses valeurs. Et la tradition et les chefs incarnent une posture qui est tout à fait louable si et seulement si chacun joue sa partition. Et donc, il est évident qu'on devrait reposer notre société sur les valeurs auxquelles nous pouvons nous identifier. Et la chefferie est cette incarnation. Donc, il était normal que l'autorité puisse s'appuyer sur ses forces et ses autorités qui sont déjà là pour mieux orienter
les actions en faveur de la grande masse. Donc pour moi, c'est le lieu pour nous d'abord de féliciter le gouvernement pour sa lucidité et son courage également d'avoir osé ce que depuis longtemps tout le monde espérait et redoutait. Oui. Tout le monde le redoutait quand même. Oui. Alors on entend souvent dire chefferie coutumière, chefferie traditionnelle. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur ce qui fait la différence fondamentale? Bon, j'entends ce débat-là aussi, c'est ceux qui sont les sémiologues sont plus pointus pour le dire. Moi, je ne suis pas sémiologue. Moi, je me contente de dire que dans la tradition, il y a ce que nous sommes nés voir. Et nous avons rencontré, il y a des habitudes. Et dans ces habitudes, ben, je ne m'interroge pas trop sur ce que ça veut dire. Peut-être, je fais comme mon grand-père l'a fait. Donc cette tradition, on est né voir qu'on a par exemple un enfant qu'on lave, ou qu'on dit par exemple de ne pas se laver la nuit très tard. On va peut-être pas expliquer pourquoi, mais il est de coutume qu'on ne soit pas d'accord avec vous, ainsi de suite. Ça c'est vraiment pour moi la tradition, et cela se voit dans les communautés qui ont transcrit. Par exemple chez les Juifs, on a dit voilà, il est de tradition qu'on immole un animal à telle occasion. C'est ce que nous voyons, ce sont des faits de société. Maintenant, la coutume, il y a un peu plus de spiritualité dedans, pour moi, et lorsque nous avons décidé de rentrer en contact avec nos grands-parents, de garder le lien avec nos morts, et que nous sacrifions sur des autels, voilà, nous menons des sacrifices pour pouvoir garder ce lien, leur partager notre vécu et leur demander de rester à nos côtés pour nous conseiller de jour comme de nuit et de nous écarter des mauvais chemins. Moi, je pense que c'est ça la coutume. La coutume. Voilà, de mon point de vue. Alors, à votre avis, pourquoi est-ce qu'il a fallu une implication du gouvernement pour doter la chefferie d'un statut? Parce que normalement, le pouvoir de la chefferie et son statut ne devraient pas souffrir, en tout cas, de questions de légitimation. C'est vrai, c'est dans le principe même de la société qu'on devrait voir que ça ne devrait pas souffrir. Mais c'est dans ce même principe que vous vous rendez compte qu'il y a des conflits de chefferie. Il y a des remises en question de certaines légitimités lorsque les démarches ou les étapes n'ont pas respecté les normes, ou que quelqu'un se soit senti lésé. Ben, je crois que la chefferie, moi aussi, s'est étalée à travers le territoire simplement dans ce débat. Je n'ai pas eu la chefferie, je ressens un peu de honte, et puis bon, si comme je ne vais pas me soumettre, je m'éloigne pour créer aussi un espace où je pourrais être chef. Donc je pense que lorsque cela se fait, ça crée, c'est une source de conflit, la succession, la dévolution du pouvoir se fait. Et dans des conditions où si c'est pas bien maîtrisé, ça crée plutôt c'est une source de désordre. Et je pense qu'à un certain moment, les chefs n'avaient plus toute l'autorité nécessaire pour canaliser cela. Bon, quand je le dis, je constate qu'ailleurs, il y a par exemple des doublons de chefs. Voilà, pour un même espace. Oui, dans certaines zones, on se retrouve avec deux chefs. Un pouvoir bicéphale. Voilà, et ça divise profondément la société, c'est destructeur. Mais je peux le dire d'avance, chez nous, en pays Yana, rarement on voit ces histoires de double chef. Parce que chez nous, c'est peut-être un peu plus sévère. Et lorsque vous avez perdu, vous devez vous incliner. Ça, c'est la famille même qui vous impose ça. Et si vous mettez en porte-à-faux, bon, je crois que les ancêtres se chargent parce que nous sommes toujours prêts à les appeler pour qu'ils viennent vérifier qui de vous deux est vraiment légitime. Et normalement, passer une saison, et on procède au funérailles de l'autre et puis on avance, quoi. Et justement, quand on voit ces questions, cette dissension qui existe, notamment au niveau de la dévolution du pouvoir, ce sont des problèmes qui ont toujours existé depuis que la chefferie aussi existe. Mais ce sont des problèmes qui n'ont jamais été assez profonds au point de nécessiter l'implication de l'État pour venir réguler ou pour venir imposer des décisions au sein de la chefferie. Et aujourd'hui, on se demande, mais qu'est-ce qui manque à la chefferie pour que l'État se sente obligé d'intervenir pour, entre guillemets, mettre de l'ordre? Oui, et comme je le dis, la chefferie, c'est aussi un pouvoir. Voilà, en tant que pouvoir, et aujourd'hui, sa contribution
au niveau de la cohésion sociale est plus que d'actualité lorsque nous voyons que notre société est en délitement aujourd'hui face aux crises sécuritaires que nous rencontrons, les différents conflits liés à l'occupation anarchique des espaces et aussi les questions, je peux dire, existentielles. Voilà. Lorsque cela se présente ainsi, la chefferie est vraiment au centre du débat. Maintenant, les principes de dévolution de pouvoir ont été galvaudés. Là où cela se présente, ça a été galvaudé. Vous voyez un instant, lorsque on décrit clairement, on dit que par exemple, c'est de père en fils. Oui. Mais il y a des moments où celui qui est là, le fils qui est là, comme on le dit à Morée, n'a pas la main qui atteint le dos parce qu'il est pauvre, donc on lui enlève ce droit de gérer la communauté parce que juste à côté, il y a un autre cousin qui est plus riche et qui influence le collège au point de pouvoir dévier les choses. S'il a quelques adeptes auprès de lui qui tiennent tiennent au fond des choses, ça va créer une dissension susceptible de conduire à une division au niveau des deux familles, de la même famille. Donc déjà, il y a le problème. Quand on a laissé l'argent transparaître sur la scène de la chefferie traditionnelle, ça déviait déjà le droit à l'héritage. Lorsqu'on a commencé à faire intervenir le politique, voilà, pour peu que le prince ou un des princes se sente politiquement fort, il veut que cette position politique puisse se déteindre dans la communauté. Donc il lui manque quoi? Il lui manque le pouvoir traditionnel. Il veut concilier les deux à la fois. Il veut être politiquement fort et il veut que cela se ressente dans sa gouvernance et que c'est lui qui doit être le chef. Or, il n'est peut-être pas celui qui est le mieux placé pour l'être. Ça crée aussi des conflits. Donc il y a l'influence des politiciens qui voulaient aussi que leur représentant soit celui qui va occuper le devant avec en arrière-plan l'esprit qu'il pourra mobiliser des électeurs en faveur de tel camp ou de tel autre. Donc je me dis que ça fait deux forces négatives qui sont intervenues, le pouvoir de l'argent et le jeu politique. Est-ce que vous ne craignez pas à travers l'action politique que désormais une brèche s'ouvre pour que le pouvoir politique puisse interférer dans les affaires traditionnelles? Vous savez, en société, les peurs sont justifiées, mais il faut travailler par anticipation à éliminer toutes les sources d'incompréhension. C'est pourquoi je salue un tel niveau, le plateau que vous offrez pour qu'on en parle. Il faut aller au-devant de ces peurs-là pour déjà éviter que cela n'arrive. Autrement dit, le politique, son devoir, c'est de garder et de sauver la cohésion sociale. Ça, c'est le rôle du politique dans sa globalité. L'État a le droit et le devoir, de maintenir la société dans une logique de production et de développement. Maintenant, les chefs traditionnels ne peuvent qu'accompagner le politique d'ailleurs dans cette dynamique, parce que ce n'est pas des forces antagonistes, c'est des forces complémentaires. Maintenant, dans ce jeu, chacun doit jouer sa partition. Le pouvoir politique doit veiller à ce que les choses se déroulent bien et que la cohésion ne soit pas perturbée. Mais le pouvoir traditionnel doit faire en sorte que ce ne soit pas le politique qui vienne lui dire qu'il doit choisir Pierre à la place de Paul. Les règles de dévolution de pouvoir doivent être connues et codifiées par la communauté qui s'en inspire elle-même et sur laquelle même le pouvoir va s'exercer. Donc, ça doit être rédigé correctement par la famille, consensuellement accepté, et à partir de là, le pouvoir politique ne fait que vérifier si effectivement les choses se déroulent comme il est convenu par même les membres de cette communauté. Elle fait qu'entériner. D'accord. Avez-vous justement des attentes particulières par rapport à ce statut? Dans ce statut, peut-être ce qui me préoccupe, c'est de voir comment on va d'abord classifier. Parce qu'à un certain moment, vous voyez, les antagonismes existent aussi. Et lorsque je suis d'une lignée qui pense être au départ... Prétendante au trône. Voilà, c'est même pas président... comment je peux dire, c'est même pas qu'elle prétend au trône. Je peux être d'une lignée d'une chefferie qui pense être supérieure à la lignée du chef, par exemple, de la zone
la plus développée de notre communauté. Je donne un exemple précis. Vous êtes dans le chef-lieu de province. Ça, c'est un hasard que votre entité soit devenue le chef-lieu de province. Mais celui qui est au chef-lieu de province, au regard de l'environnement sociologique, il semble être le plus important parce que sollicité par tous les politiques, quand on arrive, on dit d'aller saluer le chef. À un certain moment, et au regard de l'ampleur du développement, et il se sent le plus important. Or, le pouvoir politique, c'est à respecter un certain nombre d'obligations en lien avec les sources du pouvoir et de la lignée. Donc, le chef le plus important peut se retrouver dans un village pratiquement ignoré de tous. Et si on y prend garde, celui qui est au centre risque d'être plus considéré avec des frustrations possibles que cela peut comporter. Donc il faudrait qu'on permette à chaque communauté qui reconnaît les principes de la hiérarchie de s'organiser et de dire officiellement: ici, celui que vous vouliez voir pouvoir s'appeler ceci n'est pas celui qui est au centre, mais c'est lui là parce que c'est notre organisation comme ça. Et s'il y a quelque chose, bien vouloir l'en informer, il tiendra toute la famille informée. Donc je pense que de ce côté, il faut faire très attention pour ne pas inverser certains rôles. D'accord. Alors, il est demandé au chef traditionnel dans le statut de choisir entre la politique et le bonnet. Et vous, comment vous appréciez cette disposition? Bon, je me dis que c'est pour éviter que le chef traditionnel n'impose son point de vue à sa communauté. Parce que, voyez-vous, quand le chef prend une carte politique, clairement, il est difficile à cette communauté, c'est comme si la communauté désavouait le chef. Les sujets sont obligés de se laisser influencer. Même si le chef ne parle pas, ils se sentent obligés parce que n'est pas le voter, c'est comme si on le désavoue. Autrement dit, dans une communauté de 1000 personnes, la même communauté choisit quelqu'un comme étant son chef. Le chef est choisi, par exemple, dans un parti politique A. Et un autre plus influent, qui n'est pas de la famille royale, il n'est même pas influent dans la communauté, et c'est son parti qui vient, par exemple, manquer de respect au chef en lui ravissant tous ces sujets. Le jeu devrait être transparent, honnête, et puis bon, voilà, le chef devrait reconnaître calmement qu'il a joué et il a perdu. Mais en même temps, on n'est pas sûr que tout le monde ait compris ça comme ça. Lorsque les gens considèrent que le chef est perdant, et le manque de respect, parce qu'il faut arriver à élever le niveau du débat pour comprendre que ce n'est qu'un jeu politique. Mais pour que les gens arrivent à distinguer les deux, ce n'est pas évident que quelqu'un ne va pas s'engouffrer dans cette brèche pour manquer de respect au chef. Or, toutes les situations qui doivent se prêter, ou dans ce cadre, que de manière consciente ou inconsciente, vous manquez de respect au chef, il faut que le chef évite ses contacts. C'est pourquoi, dans la tradition, on dit au chef de ne pas aller au marché. Quand vous dites de ne pas aller au marché, ce n'est pas qu'au marché, vous ne trouverez pas ce que vous voulez. Mais une fois au marché, personne ne regarde l'autre. Donc, en vous bousculant sans même savoir, on peut faire tomber votre bonnet. Et si le bonnet tombe... C'est bonjour, la honte, l'humiliation. Bon, c'est ça aussi. Et troisièmement, si vous-même on piétine votre grand boubou et vous trébuchez, vous tombez. Le chef qui tombe au marché devrait aussi en tirer les conséquences. Donc, pour éviter tous ces aspects involontaires, on vous dit de ne pas y aller. C'est la même chose qu'au funérailles. Parce qu'arrivé au funérailles, les gens boivent leur de l'eau et puis ils se donnent à cœur joie. Si vous partez et vous mettez dans cette fourchette, on pourrait vous accuser de tout. Voilà. D'accord. Donc voilà un peu. Est-ce que priver le chef de la politique, ce n'est pas aussi le priver de la jouissance de certains droits civiques? Je suis d'accord parce que c'est un citoyen comme tout le monde. Il aurait voulu aussi peut-être exercer ou tester aussi sa propre popularité. Mais surtout s'il a une idée lumineuse pour conduire la société vers de meilleures performances, c'est possible. Maintenant, c'est comment faire pour que le chef n'utilise pas son pouvoir traditionnel que lui confèrent et les ancêtres
et les vivants. Pour influencer le jeu politique. Obliger les autres surtout. C'est même pas une influence. C'est même obligé presque. Okay. Et c'est ça qu'il faut éviter. Maintenant, si on dit au chef, tu peux faire la politique, mais il faut savoir que tu peux perdre. Si tu t'engages, c'est que tu deviens un homme comme tout le monde. Exactement. Et tu dois sortir, mener ta campagne comme tout le monde, avec le risque que tes propres frères même ne trouvent pas nécessaire, que ton projet de société n'est pas viable. Et en ce moment-là, liberté leur est donnée d'aller voir ailleurs. Si on élève le niveau du débat et on arrive à ce niveau, peut-être que ça pourrait être acceptable. Mais pour le moment, est-ce que nous sommes prêts à cela? Je n'en sais rien. Alors, on a souvent estimé la relation entre les chefs traditionnels et les pouvoirs publics inappropriés. Oui, c'est tout ça. C'est pour éviter les influences que je pourrais dire nauséabondes. Voilà, lorsque le chef doit avoir une autorité reconnue par toute la communauté, au nom, n'est-ce pas, du principe qu'il est vraiment au service de tout le monde. Il n'a pas d'ennemis, entre griffes, le chef n'a pas d'ennemis, il n'a pas non plus d'amis, il reste impartial et tout ce qui lui est présenté, c'est au nom, n'est-ce pas, du principe de la vérité et du devoir de justice qu'il devrait pouvoir parler en toute indépendance. Mais lorsque vous avez des accointances très serrées avec une partie de la population ou un autre acteur bien prononcé et public qui pourrait exploiter votre position pour influencer d'autres ou écraser d'autres, si vous vous laissez emporter dans ça, alors bonjour les dégâts. Donc je pense que quelque part, le chef doit être au-dessus de la mêlée, observer et rester vraiment entre les mains des ancêtres. Ça veut dire juger de manière impartiale, rendre justice et puis véritablement donner des conseils et recueillir la cohésion sociale par tous les moyens. D'accord. Dominique Naba, est-ce que vous pensez qu'on peut véritablement dissocier la chefferie traditionnelle de la politique? Je vois que ça vous tient à cœur. Vous m'obligez à dire que... Parce que je me rends compte que la chefferie traditionnelle fait de la politique bien avant l'arrivée de ce que nous appelons démocratie et autres. Donc, ça semble être l'essence même de la chefferie. Et alors, je me pose la question, est-il possible aujourd'hui de pouvoir dissocier cette chefferie-là de la politique? Bon, c'est un peu difficile. Je pourrais être d'accord avec vous que c'est très difficile parce que l'organisation sociale dans laquelle nous vivions aussi était politique. Voilà, si bien entendu que la politique c'est la manière et l'art de gérer une communauté et toutes les stratégies qui sont utilisées pour y parvenir, pour le plus grand bonheur de tous. Je crois que ce qui doit être dénoncé fondamentalement, c'est cette politique politicienne où on vous invite à dire que ce qui est bleu est rouge et que le chef se mette justement dans cette logique de contribuer à faire dire ce qui n'est pas. Donc à détourner les énergies des uns et des autres vers des conceptions peut-être moins honorables. Sinon, si on devrait garder la politique dans son sens pur, qui est que chacun se bat pour que sa communauté se sente mieux et tire son épingle du jeu, mais le chef est éminemment politique. Et il devrait se battre avec sa communauté pour que la communauté s'éveille à elle-même, mais qu'elle contribue au développement du Burkina Faso en général. S'il y avait la guerre avant, qui se mettait devant? C'est le chef. Et le chef donne le ton. Et donc, à tous les niveaux également, lorsqu'il y avait un changement majeur qui devait être constaté dans une communauté, on demandait toujours quelle est la position du chef. Et si on venait pour une innovation, qui facilite l'entrée de cette innovation? C'était le chef. Donc si vous êtes réfractaire à toute politique de développement, évidemment, vous viendrez voir aussi que cette communauté n'avance pas. Donc je pense que l'un dans l'autre, c'est plutôt les personnes qui vont faire la différence. Et il faudrait que chacun comprenne que dès maintenant, on fait l'effort d'amener les citoyens à être responsables de ce qu'ils font. Je pense que le politique, en proposant que le chef qui veut s'engager dans la politique, comme on ne peut pas dissocier les actions politiques de ce qui pourrait être juste le combat pour le pouvoir, il faudrait donc permettre au chef de faire un choix. S'il veut y aller, qu'il y aille
Mais il abandonne le poney. Oui, qui n'utilise pas de sa prérogative de chef pour l'imposer aux autres. Est-ce que justement avec l'adoption de ce statut, de tout ce que cela comporte, cela peut empêcher l'instrumentalisation de la chefferie traditionnelle? Ça, j'en doute fort. Parce que simplement, à long terme, oui. Je dis bien à long terme. Après qu'on ait continué les actions de sensibilisation et en faisant comprendre à tout nouveau chef exactement quel est vraiment son rôle. On doit revenir sur ça. Et je pense que le statut là, il ne suffit pas qu'on l'adopte et qu'on dise que c'est adopté. Il faut des actions de sensibilisation et de communication auprès des chefs traditionnels sur l'ensemble du territoire pour leur faire comprendre le bien fondé d'une option tel que nous venons de faire. Parce que quand vous voulez obtenir un changement social, il faut que vous ayez une masse critique de personnes capables de comprendre et d'adhérer. Donc je pense qu'il ne faudrait pas simplement adopter la loi. Il faut la faire connaître, la faire comprendre et la faire accepter. Maintenant, une fois que cela est fait, il y aura toujours des personnes qui n'adhéreront pas. Ça, c'est une évidence. Et à ce niveau, il y aura toujours aussi l'homme des esprits futés qui vont passer par les mailles du filet. Oui. Autrement dit, les chefs ne se présentent pas, mais si on présente le prince, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. Les chefs diront la nuit, je n'ai rien dit en public, mais vous savez ce que j'ai dit. Et lorsque cela est dit comme ça, est-ce qu'on est encore sorti de l'auberge? Je n'en sais rien. Oui. Mais on peut toujours continuer à sensibiliser. Si on fait comprendre la portée de l'acte qui a été posé, je suis convaincu qu'au bout d'un certain temps, les chefs comprendront que c'est pour leur dignité que le texte a été proposé et ils doivent défendre à tout temps leur dignité. D'accord. Alors, on va également parler du mode de dévolution du pouvoir. Généralement, ce sont des questions de succession, c'est bien cela. Alors, est-ce que le pouvoir traditionnel peut échapper à une famille? Si oui, dans quelles conditions? Il faut dire que le pouvoir traditionnel peut échapper à une famille lorsque, dans la lignée qui en héritait, et pour une raison ou une autre, je vais dire de naissance, il arrive que la ligne s'estompe parce que d'abord ceux qui étaient directement bénéficiaires ne sont plus intéressés, mais parmi ceux qui pourraient aussi être intéressés réellement, il n'y a pas du masculin dedans. Donc il n'y a pas de prince héritier, parce que celui qui a précédé, il a cherché en vain. Et jusqu'à présent, on n'autorise pas les femmes à avoir accès à la chefferie traditionnelle. Bon, pour le moment, on ne permet pas parce que la femme, elle a un grand poids dans la tradition. Elle a un grand rôle, sinon que je dirais que 80% de nos actions et de nos forces reposent entre les mains des femmes, surtout en pays Yana. Mais elles sont très discrètes. Elles sont effacées. Mais c'est elles qui font tout. Maintenant, on ne permet pas à la femme en tant que telle parce que, entre griffes, on se dit que la femme est faite pour aller ailleurs. Voilà, c'est pas, on ne peut pas lui imposer de rester. Et si elle reste et elle prend le pouvoir, et l'homme auquel elle se marie, ce n'est pas notre frère. Et s'il n'est pas notre frère, et si Ruth Lewata viennent marier une Zombré, et cette Zombré, parce qu'elle est princesse, doit prendre le pouvoir de Wargaï, les enfants qui naîtront s'appelleront quoi, de Ouattara, et ils vont hériter de leur mère, donc, et s'ils doivent hériter de leur mère, et à un certain moment, ils décident de rentrer à Djebougou, qu'est-ce qu'on fait? Il y a vacances de pouvoir. Donc la femme est faite entre griffes pour être ailleurs, et a priori, on ne voudrait pas déstabiliser la société en la contraignant, parce que ça va toujours créer des problèmes. Maintenant, pour le côté masculin, et ça peut toujours déraper lorsque, dans la ligne des hommes qui sont là, il s'avère qu'il n'y a pas quelqu'un qui soit digne. Parce que c'est une question aussi de valeur intrinsèque du prince qui est choisi. De capacité. Du prince, la valeur intrinsèque. Supposons que pour une raison ou une autre, un prince héritier peut être physiquement bien, peut-être intellectuellement bien, mais si, entre griffes, on l'accuse d'avoir, entre griffes, tu m'excuses le terme, mais attrapé, abusé d'une femme de la ligne, et on ne peut pas lui donner le pouvoir. Pourquoi? Parce que si déjà, avant d'être chef,
tu choisis ce qui te plaît et tu braves et tu brûles les interdits. Quand tu auras tous les pouvoirs en tes mains, où est-ce que tu vas nous conduire? Voilà, tu prélèveras quand tu veux, et celui qui va s'opposer, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, tu as tous les pouvoirs. Donc, si on lui reproche quelque chose dans ce sens, on ne peut pas prendre le risque de lui confier le pouvoir. Et quelque part aussi, il s'avère que le prince peut n'être pas responsable de la raison pour laquelle on l'élimine du trône. Mais supposons qu'on dise que la femme, parce que quand vous prenez la chefferie, la place réservée à votre mère est tellement importante que si votre mère, qui était mariée à votre père, n'a pas pu rester en harmonie dans la famille et pour une raison ou une autre avait été chassée, elle n'est pas là. Et l'enfant qu'elle laisse, qui devient chef qu'est-ce qu'elle fait? Et qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de rappeler sa mère. Mais est-ce avec le consentement de son père? De son père, c'est ça. Et si ce n'est pas, le père n'a pas donné, avant la mort de son père n'a pas donné la possibilité qu'il puisse faire cela. Qu'est-ce qui va se passer? C'est comme s'il le ramène et c'est un défi à son père. Or, il doit s'asseoir devant la tombe de son père pour dire « Papa, j'implore ta protection. » Mais si je suis déjà en conflit avec mon père et je pose des ordres que mon père avait condamnés, comment je peux obtenir sa protection? Donc, pour éviter tout ça, lorsque votre mère n'est pas restée pour des raisons, telle que soit la raison, des raisons majeures de ce cas, on ne prend pas le risque de confier le pouvoir à un prince pareil parce qu'il pourrait être appelé à être revanchard. Et ça va déstabiliser le foyer. Chef, voilà. D'accord. Alors, est-ce que, justement, comment est-ce que on explique que le pouvoir soit dévolu à une famille X et pas à une autre famille Y, alors qu'on dirait peut-être au détriment de toutes les autres familles? Au départ, bien sûr, c'est un contrat social. Il y a déjà, lorsque une famille vient à... Bon, vous savez qu'on quittait, on partait s'implanter quelque part. La première famille qui s'est implantée a dû utiliser des stratégies pour que d'autres acteurs viennent grossir le village, comme on aime le dire. Cette allégeance que vous faites, vous venez trouver des natifs, comme on aime le dire, et c'est eux qui sont chargés de gérer le pouvoir. Mais si c'est reconnu, au début vous venez, tous vos grands-parents sont venus par allégeance. Et on a tissé des liens qui permettent qu'on reconnaisse l'autorité de cette même famille et instituée comme telle. Il est évident que même si le village s'agrandit comment, le pouvoir est centralisé. On peut peut-être déléguer des pouvoirs secondaires dans chaque groupe qui est venu s'ajouter pour pouvoir mieux gérer. Mais le pouvoir central est reconnu. À partir de ce moment, je peux dire que c'est par consensus et par contrat social, on a accepté que ce soit cette famille. Aujourd'hui, ça peut créer peut-être des frictions, mais il faut remonter à l'origine. L'acceptation se fait en remontant à l'origine. Plus tard, on peut se rendre compte que cette même famille initiatrice du pouvoir peut ne pas avoir le pouvoir économique. Et que des familles qui sont venues plus tard, il y a une émergence d'une élite économique dominante là-bas et qui aliène le pouvoir central parce que, bon, quelque part, ce pouvoir l'est appelé à aussi solliciter le concours de l'économique. C'est petit à petit comme ça que les frictions interviennent. Lorsqu'on n'arrive pas à comprendre que le pouvoir, dans son fondement, reste là où il est, les autres pouvoirs ne peuvent être que des accompagnants, des adjuvants. Alors, face à la démocratie, par exemple, quel pourrait être encore le rôle du chef traditionnel dans la société? Le chef traditionnel devrait jouer le rôle de l'éveilleur. Voilà, le chef a un souci, c'est de faire en sorte que sa population ne reste pas en retrait du développement général. Et donc, il devrait pouvoir conseiller les jeunes qui viennent d'abord à sauvegarder leur culture et à ne pas les perdre. Et pouvoir prendre part au débat pour que lorsqu'on va penser à une répartition quelconque, et son village ne soit pas tenu à l'écart parce que faute de participants. C'est lui qui devrait inviter, justement, en se mettant au-dessus, tous les fils
et toutes les composantes, je pourrais dire composantes de sa communauté, qui reconnaissent son autorité, à aller vers les partis politiques, aller vers les organisations du pouvoir, pour pouvoir avoir des représentants partout et être aussi prêts à contribuer et à vendre leur maladie, comme on aime le dire. Mais lui, vous voyez que pour cela, il faut qu'il soit capable d'avoir une vision holistique de sa mission. Voilà, il ne devait pas être sectaire et il ne devait pas avoir un parti pris pour cela. Voilà, ce qui fait que l'enfant d'un roturier pourrait être politiquement bien installé. Et le chef ne devrait pas se soucier que ça ne soit pas un prince qui ne soit pas à cette place. Il devrait accompagner, parce que comme on le dit, l'intestin du crapaud là, tout ce qui est à l'intérieur dans le crapaud, c'est pour le serpent. Donc normalement, tous ceux qui sont sous sa responsabilité, c'est pour lui. Peu importe leur statut social. Non, au contraire, tout étant pour lui et tout revenant à lui, un chef responsable devrait savoir qu'au contraire, il doit surfer sur cette cohésion sociale et appeler tous ceux qui sont sous lui là, ses enfants. Et c'est une condition pour qu'il puisse avoir de l'autorité. Lorsqu'il commence à rentrer dans le sectarisme, à rappeler que ça, c'est pour les princes, ça, c'est pour les roturiers, n'ont pas droit, quand il rentre lui-même dans ce débat, il désagrège son pouvoir. Ça commence à le desservir. Absolument. Alors, Doumine Naba, on va également parler de justice traditionnelle. Quelle pourrait être la contribution de cette justice à l'apaisement du climat social et à la résolution des conflits? Oui, c'est vraiment fondamental. Pour être juge, il faudrait justement ne pas être juge et parti. Donc, il faut être impartial. Et donc, le chef traditionnel doit d'abord avoir cette hauteur d'esprit pour être impartial. Et comme je l'ai dit, c'est toute la communauté qui est sous son magistère, reconnaissant en lui l'autorité et vraiment qui est claire. C'est l'ensemble de ces acceptations-là qui devrait lui donner la légitimité nécessaire pour conduire l'action de cohésion sociale. Donc pour moi, cette justice traditionnelle requiert d'abord que les chefs traditionnels comprennent fièrement leur rôle et y adhèrent réellement. Maintenant, une fois que cela est compris, il faudrait que ceux qui composent la communauté lui fassent entièrement confiance. Ça, c'est un travail dans les deux sens. Il faut que le chef sache aller vers tout le monde pour rappeler qu'il est vraiment là pour tout le monde et que cela aussi soit accepté par ceux dont il a la charge. Et si ça, c'est bien joué, la justice traditionnelle va beaucoup apaiser. Parce que comme on le dit, les gens préfèrent souvent une conciliation entre à l'africaine, comme on aime le dire, ce qui est durable. Parce que généralement en Afrique, c'est des engagements de personne à personne. Et personne n'a envie de revenir sur sa parole donnée. La fierté devrait nous empêcher à être responsables de ce que nous disons. Et une fois que nous sommes engagés, on ne devrait pas être facilement malléable. Donc je pense que quelque part, si les chefs étaient amenés à remplir leur mission clairement, la justice traditionnelle contribuerait énormément à la réconciliation nationale et à la cohésion sociale. Alors vous parlez tantôt de respect de la parole donnée, de la fierté, de la dignité et tout. Est-ce que ce n'est pas justement cet effritement des valeurs sociales qui a amené le citoyen à se tourner vers la justice moderne? Parce qu'aujourd'hui, on essaye d'avoir un arrangement avec quelqu'un et après, bon, la personne, elle est partie et ça ne l'intéresse plus de tenir parole après ce qui a été dit. Je pense que objectivement, c'est le pouvoir économique ou l'influence des acteurs économiques qui ont déstabilisé un tant soit peu ce manque de dignité. Voilà, parce que lorsqu'il y a un jugement à faire, et que les gens se réfèrent au chef et que c'est un qui n'arrive pas à s'en sortir mais qui détient peut-être la vérité contre quelqu'un d'autre qui financièrement se sent à l'aise et que dans la nuit celui qui est considéré comme riche vient déposer quelque chose entre les mains du chef, remet quelque chose au prince et à l'entourage de la cour qui du coup est ainsi corrompu et que le lendemain, malgré la force de l'argument de celui qui n'a pas les moyens, évidente. Très évidente, mais on sent visiblement que la famille ayant déjà mangé s'incline
vers celui qui n'est pas dans la vérité, la crédibilité du jugement traditionnel disparaît, et à partir de ce moment-là, votre autorité aussi disparaît avec. Donc je pense que quelque part, ça c'était un élément important. Le deuxième élément, c'est que si le chef n'arrive pas à comprendre que c'est toute la communauté qu'il gouverne, mais pense à sa famille. Quand je dis sa famille, c'est simplement sa petite famille, et au nom d'un principe qui est dépassé, c'est moi le chef et que mes frères doivent gouverner, et que quand bien ils ont tort contre Antégriffe et un roturier, il faut que le prince ait toujours raison, et je crois que quelque part c'est aussi une cause de délitement de cette confiance, et ce sont des éléments qu'il faut redresser. Le chef devrait pouvoir juger, et lorsqu'il a fini de délibérer, il peut maintenant revenir sur une autre forme qui est de créer ce qu'on appelle au nom de la cohésion sociale. Il doit avoir une diplomatie, justement, c'est de ça que je parlais, diplomatie sociale, qui lui permette de trouver une situation où personne ne se sentirait trop lésé. Il ne s'agit pas de dire que lui là il a tort et qu'il ressent de la honte dedans, parce que chacun va avec une certaine marge de dignité. Vous pouvez déclarer que quelqu'un n'a pas raison, mais pour le lui dire, vous utilisez une diplomatie qui emballe la situation de telle sorte qu'elle se sente, et celui qui a perdu se sent toujours fier et frère comme ça devrait se faire. Et à la fin, celui qui a perdu comme celui qui a gagné devrait pouvoir se sentir vraiment frère et se saluer en disant c'est le Satan, comme on aime le dire, qui est passé. Sinon toi et moi-même, quand on regarde plus loin, nous étions plus proches les uns avec les autres. Il ne devrait pas y avoir de problème. Dominique Naba, est-ce que vous pensez que la justice traditionnelle peut cohabiter avec la justice moderne? Oui, elle peut cohabiter, que sinon qu'elle est même l'entrée. Il faudrait qu'on travaille justement à permettre aux chefs de pouvoir être les avant-gardistes de cette justice moderne. Parce que cette justice moderne, c'est des textes et des dispositions de droit gréco-romain que nous tous, en tout cas jusqu'à un certain niveau, on ne maîtrise pas. Aussi bien lettrés qu'on nous appelle intellectuels que ceux qui ne le sont pas. Et on ne maîtrise pas les contours et le langage de la justice moderne. Ce n'est pas toujours adapté à nos réalités sociales. C'est pas accessible, pas du tout. C'est même pas accessible à tout le monde. Et quand on arrive à la justice et qu'on dit que c'est pour des questions de forme que vous perdez un procès, or tout le monde voit clairement que vous avez entre griffes raison, mais parce que vous êtes mal pris, bon, parce que vous ne saviez pas comment se prendre autrement, ça pose un problème de fond. Voilà, nous n'avons pas encore une masse critique d'intellectuels capables de se surpasser, de comprendre les tenants et les aboutissants du droit gréco-romain. Donc, il faut qu'on aille par étapes. Et la justice traditionnelle, comme je l'ai dit ici, elle est bien encadrée. Et que celui qui la prononce l'a fait en fonction des missions supra qui lui sont confiées par les ancêtres à travers le bonnet qu'il porte. Si c'est bien géré, alors on trouverait désamorcer beaucoup de choses et soulager même nos tribunaux. Combien de dossiers, on parle toujours de casiers vides et que la justice est lente, c'est parce qu'elle est surmenée, elle est dépassée. Le nombre de dossiers qui lui parviennent, c'est élevé et nous n'avons pas formé assez de juges pour occuper nos tribunaux. Donc, or, il y a des chefs partout. Donc, il suffit de bien encadrer les chefs, leur donner toute l'autorité nécessaire et leur demander de jouer pleinement leur partition, et vous verrez que beaucoup de choses vont être limitées sans qu'il n'y ait trop de casse. Et justement, est-ce qu'il y a des mécanismes sociaux qui sont développés au niveau de la justice traditionnelle pour permettre justement cette bonne dispensation de la justice au sein de la société? Mais absolument. Par exemple, chaque chef est à un certain niveau entouré d'une cour. Et si le chef remplit bien sa mission, devant une situation, il ne doit jamais trancher tout de go. Il y a des dispositions qui permettent d'abord d'entendre les parties et permettre à tout un chacun d'enquêter un peu pour voir est-ce que ce qui a été dit, c'est véritablement ça. Parce que généralement, ce qui est dit tout de suite comme ça,
peut avoir des tenants et des aboutissants souvent qu'on ne dit pas. Et c'est pourquoi il est conseillé dans le jugement traditionnel de ne pas écouter les partis aujourd'hui et trancher aujourd'hui. On leur dit allez-y, vous revenez dans une semaine ou peut-être dans 3 semaines, juste le temps de tendre davantage l'oreille pour éviter de trancher dans le faux. Donc moi je pense que si chaque cour prend les dispositions qui sont nécessaires et ont ce qu'on appelle des sages qui sont là et qui comprennent leur mission pour encadrer le chef et que le chef se met à leur écoute parce qu'il en va de sa crédibilité et on allait arriver à une justice, en tout cas, je ne dirais pas parfaite, mais plus acceptée par tous ceux qui reconnaissent l'autorité du chef. L'une des craintes aussi par rapport à la justice traditionnelle liée aux sentences, certains estiment qu'il y a des sentences qui sont sans appel. Dans la société traditionnelle, on ne veut pas qu'une seule brebis disparaisse. Parce que celui que vous rejetez aujourd'hui, s'il y a un conflit demain, peut-être c'est lui qui est chargé de vous sauver. Donc on ne voulait rien perdre. Et on avait donc des dispositions. C'est pour ça qu'on n'avait pas de prison. On faisait tout pour qu'il y ait des formules qui permettent à chacun de se racheter. Maintenant, les sans appel, ça dépend de la gravité de la faute. Il y a des fautes où si vous les posez, on ne voudrait pas que quelqu'un, dans son rêve même, veuille limiter. Et pour cela, il faut que la sentence soit véritablement très haute. Et ça peut aller jusqu'à la peine de mort. Ouais. Alors, Doumim Naba, comment cette justice traditionnelle peut contribuer justement à un assainissement de nos valeurs, notamment les questions de mœurs? Oui, les questions de mœurs, je crois que quelque part, c'est nos valeurs que nous méconnaissons de plus en plus. Lorsque c'est bien défini, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous appelons mœurs? Nous vivons dans une société aussi qui est influencée par d'autres sociétés. Voilà, nous avons cette tendance à dire qu'aujourd'hui c'est la modernité. Comment concilier la vie dans une communauté traditionnelle avec une modernité qui est de plus en plus envahissante? Voilà la jonction. C'est l'éducation. C'est l'éducation qui est la clé de voûte de cette gestion. Si nous préparons l'esprit de nos enfants à comprendre que nous devons être d'abord Ouattara, nous devons être Zombré. Après, maintenant, on commence à comprendre ce qui nous entoure. Et avec ça, on doit faire en sorte qu'à l'intérieur, notre identité soit toujours préservée. Alors, on pourra emprunter des valeurs venues d'ailleurs, mais qu'il faut intégrer et digérer et pour les mettre en relation et en harmonie avec nos valeurs. Donc, ça ne vient pas bouleverser tout. Ça devait être assimilé au fur et à mesure. Malheureusement, je crois que nous faisons ce qu'on appelle des bouleversements. Et ce sont ces bouleversements qui nous permettent, qui nous obligent à faire les repères. Nous ne savons plus, on ne se retrouve plus. Et quand on ne se retrouve plus, personne ne peut trancher avec objectivité. Parce que si vous posez un acte en tant que fille, en tant que femme, et que dans notre tradition, cela n'est pas possible, et que vous m'évoquez que dans tous les cas, c'est pas moi qui vous nourris, vous êtes indépendante, et il y a tout ça autour de vous, bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce que vous dites n'est pas faux. Et dès lors qu'il n'est pas faux, alors je dois commencer à respecter ce que vous dites parce que c'est un devoir pour moi. Mais grâce à l'éducation, vous auriez pu ne pas me le dire. Mais si on vous a pas éduqué comme ça pose un problème. D'accord. Alors, dernière question, Doumim, la chefferie traditionnelle a-t-elle encore sa légitimité aux yeux des populations? Oui, parce que nous l'avons hérité de nos grands-parents et que pour le moment, nos bouleversements sociaux n'ont pas encore remis fondamentalement en cause la chefferie traditionnelle. Maintenant, cette légitimité avec les jeux politiques qui étaient déjà en place, l'exploitation de la légitimité ou de la force de la chefferie traditionnelle pour des buts purement superficiels, qui est la recherche de l'électorat, a failli beaucoup jouer sur la crédibilité du système. Aujourd'hui, grâce à ce statut dont vous parlez, nous prions Dieu que l'autorité politique reste vraiment ferme, de telle sorte que nous puissions avoir cette légitimité et cet espace pouvoir d'échanger librement et pouvoir apporter notre contribution. Donc pour moi, elle est culturelle et
pour le moment, dans notre espace burkinabé, nous n'avons pas encore enlevé la place de la chefferie dans notre organisation sociale. Donc elle a bel et bien sa place et il faut lui redonner toute sa force qu'il faut pour mieux gérer notre société à côté du pouvoir politique qui est là. D'accord. Paulin Zombré, chef traditionnel de Ménaba, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est nous qui sommes honorés. Madame, Monsieur, sur la brèche de ce soir se referme. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt sur la RTB. Bonsoir.